Vous l'avez sûrement vu, vous n'avez pas pu le louper, le nouveau Tesla Cybertruck, ce triangle sur roue électrique. Alors certains le trouvent affreux, d'autres le trouvent magnifique, mais surtout ce design très polarisant cache énormément de technologies vraiment révolutionnaires pour réduire les coûts et augmenter les performances. Et croyez-moi, ça va vous intéresser puisque c'est ce qu'on retrouvera dans la future Tesla Model 2 à 25 000 $. Elon Musk le dit texto, la Tesla Model 2 va faire halluciner les gens et c'est grâce au Cybertruck. Allez, on commence par la première technologie révolutionnaire. Alors ok, peut-être pas révolutionnaire dans l'industrie de l'automobile, puisque Porsche le fait déjà depuis 2019, c'est l'architecture 800 volts qui permet une recharge ultra rapide. Chez Porsche, ça permet de passer de 10 à 80% en 18 minutes, et chez Tesla, c'est la même chose, on nous dit 15 à 85% en 18 à 20 minutes. Bon, c'est à peu près pareil. Auparavant, chez Tesla, on était bloqué à 400 volts, c'est-à-dire autour de 25-30 minutes pour passer de 10 à 80%. Pour le Cybertruck, on a une puissance de recharge très élevée, 350 kW, qui permet de remplir une batterie immense de 123 kWh. C'est le double d'une Tesla Model 3 propulsion à titre de comparaison. On a donc une batterie 2 fois plus grosse qui se recharge quasiment 2 fois plus rapidement. Et Tesla fait mieux que Porsche sur un point, c'est que normalement, quand on a la Porsche Taycan en 800 volts et qu'on veut la recharger sur une borne 400 volts, par exemple les anciens superchargeurs, ça va prendre plus de temps à cause du convertisseur qui va convertir le 800 volts en 400 volts et inversement. Mais chez Tesla, la petite révolution, c'est que la batterie 800 volts est virtuellement découpée en deux batteries de 400 volts et du coup, la conversion se fait quasiment sans perte. Donc quand vous allez recharger le Cybertruck sur une ancienne borne, vous allez gagner du temps par rapport à la Porsche Taycan qui sera à côté de vous par exemple. Et dernière petite nouveauté qui est toujours bonne à prendre grâce aux 800 volts, c'est que la puissance de charge ou de décharge peut être maintenue plus longtemps puisqu'il y a moins de chauffe, et ça va surtout intéresser les plus sportifs d'entre vous puisque sur circuit, les voitures équipées de ce genre de système, comme la Hyundai Ioniq 5N par exemple, va pouvoir faire beaucoup plus de tours de circuit sans surchauffer, ce qui était un peu un problème des premières Porsche et des premières Tesla, notamment sur les circuits très demandeurs en énergie. Et là, on passe sur la plus grosse révolution qu'ait connue l'industrie automobile depuis sa création, c'est le passage du 12 volts au 48 volts pour la batterie de basse tension. On passe à un tout autre niveau. Alors si vous ne savez pas, une voiture électrique dispose certes d'une batterie haute tension 800 volts ou 400 volts comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi une petite batterie basse tension pour pouvoir alimenter les phares, la climatisation, les plafonniers, bref, tout ce qui est infotainment et tout ce qui sert au confort dans la voiture ou même les fonctions de sécurité. Le problème, c'est que justement les usages sont de plus en plus gourmands. On pense notamment à la BMW i7 qui a une télé à l'arrière, une vraie télé. Donc ça va consommer forcément beaucoup. Et surtout, des nouveaux usages comme par exemple les roues arrière directrices qu'on va retrouver ici sur le Cybertruck. Et donc, en passant de 12 à 48 volts, on multiplie par 4 la tension, ce qui permet de diviser d'autant, c'est-à-dire par 4, l'intensité en ampères. Et c'est important puisque ça permet de 1 de réduire le cuivre et donc le coût des voitures, et de 2 le poids et donc encore une fois le coût des voitures. Concrètement, ça permet d'avoir des nouvelles technologies et des nouvelles fonctionnalités qui étaient impensables auparavant en 12 volts parce que clairement on aurait fait cramer les câbles en faisant passer autant d'intensité à l'intérieur. Mais alors, si c'est vraiment mieux, pourquoi aucun autre constructeur ne l'a fait avant, sachant que la dernière évolution c'était en 1955 avec General Motors quand on est passé du 6 au 12 volts. En fait c'est assez simple. Tesla il maîtrise vraiment beaucoup de choses, de la partie matériel hardware à la partie logiciel software. Et on a vu notamment pendant la guerre en Ukraine avec le Covid, quand il y avait des contraintes sur la chaîne d'approvisionnement, Tesla, ils réussissaient à continuer à produire leurs voitures. Pourquoi? Parce que c'est eux qui créaient leur propre contrôleur avec un processeur finalement, qui pouvait reprogrammer à la volée pour dire ok, ça servira à allumer les phares, ça servira à la clim, alors que pour les constructeurs traditionnels, ils ont un contrôleur pour la clim, un contrôleur pour les phares, et ils peuvent pas interchanger les autres. Donc déjà ça c'est une première raison. Et sur le Cybertruck, on est à 85% de contrôleurs maison, c'est-à-dire créés par Tesla, et en fait il faut que chaque contrôleur et chaque composant passe en 48 volts, parce que si la clim, si la lumière du plafonnier elle fonctionne en 12 volts, vous aurez du mal à l'allumer avec le 48 volts. Et donc c'est là la puissance de Tesla, c'est qu'ils réussissent à maîtriser toute cette partie matérielle pour tout faire passer en 48 volts pour réussir en fait à oublier totalement le 12 volts. Et les autres constructeurs malheureusement dépendent
énormément, si ce n'est entièrement, des sous-traitants. Les sous-traitants qui n'ont aucune solution 48 volts à proposer en intégralité, et donc ils sont obligés pour le moment de se contenter du 12 volts. Et pour la petite histoire, il semblerait qu'Elon Musk ait envoyé un mail à tous les constructeurs automobiles du monde avec un PDF en pièce jointe comment concevoir une voiture en 48 volts. Alors je trouve ça assez drôle, mais franchement tant mieux, parce que ça permettra de mettre un petit coup de boost au domaine automobile et pourquoi pas d'aider tout le monde à passer au 48 volts. Alors ce PDF, c'est pas fait de gaieté de cœur, ça se trouve, c'est que Elon Musk revend ensuite tous ses composants, tous ses contrôleurs 48 volts au reste de l'industrie et se faire un max de pognon avec, ce qui serait envisageable. Et pour revenir au Cybertruck, ce passage au 48 volts a permis une énorme révolution, c'est sur la direction. Pour la direction, le Tesla Cybertruck intègre la nouvelle technologie Steer-by-Wire, c'est en fait la direction 100% électronique. Sur une voiture conventionnelle, quand vous tournez le volant, vous avez la colonne de direction qui est un élément mécanique qui va tourner également et qui va au final faire tourner les roues. Ici, il n'y a pas du tout de colonne de direction, c'est-à-dire que quand vous allez tourner le volant, c'est un processeur, un contrôleur qui va analyser votre souhait de tourner et qui va envoyer l'ordre à des petits moteurs électriques sur chaque roue pour faire tourner à gauche ou à droite. On pourrait même presque remplacer le volant par une manette de Xbox. Et cette nouveauté, elle a été rendue possible par le 48 volts parce que tous ces moteurs qui font tourner les roues, il y en a quand même 3, il y a les 2 roues à l'avant et les roues à l'arrière qui sont directrices sur le Cybertruck qui tournent en même temps, eh bien il fallait une puissance phénoménale, il aurait fallu 300 ampères pour faire tourner les roues en mode 12 volts, c'est-à-dire mais largement plus, 7 fois plus de puissance que pour alimenter une maison entière. Votre prise électrique à la maison, c'est 16 ampères. Là, c'était 300 ampères. Donc, autant vous dire, on faisait cramer tous les câbles de la voiture. Alors, certains constructeurs automobiles ont essayé de l'intégrer. En effet, il y avait notamment Nissan qui l'avait intégré, mais il y avait toujours une colonne de direction au cas où si le système buguait, si le système déconnait, si le système n'était plus existant dans la voiture. Mais rassurez-vous, je vous vois venir de loin en disant « Oh là là, mais si ça tombe en panne, comment on va faire ?» Alors, en fait, c'est peut-être plus sécurisant qu'un système traditionnel mécanique, puisqu'il y a des systèmes de redondance qui permettent justement de prendre le relais s'il y a un problème. Et rassurez-vous également, c'est ce qui permet de faire voler les avions, notamment le Boeing 777 depuis les années 80 ou l'Airbus A320 également. Donc c'est pas vraiment une nouvelle techno puisque c'est quelque chose qui est éprouvé, même la NASA travaille dessus depuis les années 60. Et alors qu'est-ce que ça change en pratique ? En fait, ça a un gros avantage, c'est que vous pouvez voir sur la vidéo, c'est que quand on veut faire un demi-tour, normalement, il faut tourner le volant 15 000 fois. Ici, on tourne le volant à moins de 180 degrés et ça suffit pour que les roues elles soient totalement tournées. Premier avantage, pour les manœuvres à basse vitesse, c'est vraiment très pratique. Si jamais vous roulez très vite, à l'inverse, le système sait que plus vous roulez vite et moins il faut tourner les roues quand vous tournez le volant. Donc c'est à dire que sur autoroute, si vous mettez un gros coup de volant, vous n'allez pas faire un demi-tour sur place. Le système sait qu'il faut un petit peu moins tourner les roues que si vous êtes quasiment à l'arrêt. Alors ça, c'est un système qui existe déjà sur certaines voitures, c'est la direction à démultiplication variable, mais ici, puisqu'on est en 100% électronique, on a une précision, on a une finesse qui est largement supérieure, puisqu'on peut faire rentrer plein d'informations comme l'état de la route, la vitesse en effet, mais on peut imaginer plein d'autres choses, ce que les caméras voient, etc., pour décider de faire tourner plus ou moins les roues. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus précis au quotidien et a priori beaucoup plus pratique. Et avec cette techno, on comprend beaucoup mieux le placement des clignotants qui sont désormais sur le volant pour les Tesla, puisque souvent dans les ronds-points on était comme ça, on galérait à trouver les clignotants. Bah là en fait, dans les ronds-points, on va sûrement un peu moins tourner le volant et on aura toujours les petits boutons sous la main sur le volant. À voir, mais je pense que c'est très pratique. Et c'est un système qui est également plus sûr en cas d'accident, puisqu'il n'y a pas de colonne de direction, donc en cas de choc frontal, et ben en fait cette colonne ne va pas rentrer dans l'habitacle, et c'est souvent ce qui blesse le conducteur, puisqu'il se prend le volant avec la colonne de direction au niveau du buste. Et oui, un autre domaine sur lequel Tesla est venu révolutionner le secteur, c'est la manière dont la voiture communique avec tous ses composants, tous les petits calculateurs, le caméra de recul, le plafonnier, les phares, enfin bref tout, même l'écran central. On passe du CAN bus, c'est-à-dire une techno inventée par Intel dans les années 80, à l'Ethernet. Donc vous connaissez l'Ethernet, c'est ce qui permet de connecter sa box notamment. Et là, on passe à un réseau unique, c'est-à-dire un seul câble pour schématiser qui fait tout le tour de la voiture. Alors qu'auparavant, on avait des centaines de câbles
câbles, notamment sur la Model S, on avait plus de 300 composants, donc quasiment autant de câbles. Et ici, le fameux câble Ethernet qui fait le tour de la voiture va apporter les données et l'alimentation électrique. Vous vous demandez sûrement pourquoi c'est révolutionnaire. Ben en fait, il y a plusieurs explications. La première, c'est que vous devez connaître le faisceau électrique sur une voiture, qu'elle soit thermique ou électrique. C'est des dizaines, des centaines de câbles qui font tout le tour de la voiture pour justement venir alimenter les haut-parleurs, l'écran du milieu, etc. avec l'électricité et avec les données. Ici, on passe sur un câble unique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les faisceaux électriques, c'est fait à la main. C'est des ouvriers, notamment en Ukraine, c'est pour ça qu'il y avait eu un gros problème avec la guerre en Ukraine, il y avait des gros retards de livraison. C'est des ouvriers et des ouvrières qui vont venir prendre des câbles, qui vont les découper à la bonne longueur et qui vont venir les insérer dans des connecteurs. Donc déjà, il y a un risque d'erreur énorme, de mal connecter, de pas mettre la bonne longueur, enfin bref, on imagine bien. Mais surtout, c'est une technique qui rend impossible l'industrialisation, c'est-à-dire par des robots qui pourraient créer les faisceaux électriques. Donc ici, avec le câble Ethernet, bah là, le problème est réglé. Il y a un robot qui va venir nous faire le câble à la bonne longueur avec les composants connectés dessus. Et la nouveauté de ce système, c'est qu'il est décentralisé. Auparavant, on avait plus ou moins un microcontrôleur, un ordinateur au milieu duquel partaient des dizaines de câbles, alors que maintenant, en fait, on a un seul câble qui fait tout le tour, et en fait, chaque contrôleur, chaque composant parle les uns avec les autres et relaie le message. Donc par exemple, si vous voulez envoyer une donnée à l'écran, la donnée va potentiellement passer par le plafonnier, par la caméra de recul. Alors je schématise un peu, mais c'est plus ou moins ça dans le détail. Et pour au final arriver à l'écran. Mais ça permet surtout deux choses. La première, c'est en effet de faciliter la conception et la production de ce faisceau électrique. Et la deuxième, c'est les réparations et le debugging qui est facilité, puisqu'en fait, il suffit de se connecter à ce câble Ethernet pour voir quel composant fait une erreur, pour pouvoir ensuite le réparer ou lui envoyer la ligne de code qu'il faut. Alors qu'auparavant, il fallait se connecter à chaque contrôleur indépendamment pour essayer d'isoler le problème. Alors, on peut se demander s'il n'y a pas un problème de sécurité avec ce système décentralisé, puisqu'il y a un seul point d'entrée qui nous permet d'accéder à l'intégralité de la voiture. Mais en réalité, avec l'ancien système, on pouvait par exemple ouvrir la voiture en passant par le phare, et d'ailleurs Underscore a fait une excellente vidéo à ce sujet. Saviez-vous qu'il y avait un point commun entre la future Renault 5 électrique et le Cybertruck de Tesla? Et oui, c'est le PowerShare introduit par Tesla avec le Cybertruck, qui est en fait le nom marketing donné pour la recharge bidirectionnelle, qui permet aussi bien de recharger le pick-up électrique, mais aussi d'utiliser sa batterie pour alimenter des appareils électroniques, des maisons et même le réseau électrique national. Je vous explique rapidement comment fonctionne cette technologie. Alors en effet, elle n'est pas révolutionnaire dans le sens où elle existe déjà sur le papier, mais le Cybertruck est la première voiture de série à le proposer aussi simplement, puisqu'il suffit d'avoir une borne compatible à la maison, le fameux wall connector de Tesla qui vient d'arriver avec une nouvelle version compatible justement pour le PowerShare. Et donc qu'est-ce que ça signifie? En fait, vous arrivez le soir après la fin de votre journée de travail, vous branchez le pick-up électrique sur votre borne de recharge, et là c'est la borne elle-même qui va décider est-ce qu'il faut que je recharge la voiture, ou est-ce qu'au contraire il faut que j'utilise l'électricité contenue dans la batterie de la voiture pour alimenter la maison, et pourquoi pas même le réseau électrique national quand par exemple il y a des coupures de courant. Donc c'est un système intelligent qui va tenir compte de différents paramètres pour savoir s'il vaut mieux envoyer de l'électricité à la voiture ou à l'inverse lui en soutirer. Et notamment ça va permettre de réduire les factures d'énergie, puisque c'est ce que Renault nous annonce avec la future R5 électrique. En fait il sera possible de recharger la voiture en heure creuse, et en heure pleine on pourra revendre son électricité à EDF quand elle en a besoin, et on lui revendra plus cher qu'on l'a acheté. Donc ça peut être un très bon plan. Et donc dans le détail techniquement, le Cybertruck est capable d'envoyer 11,5 kW, c'est 11 500 watts à la maison pour l'alimenter. Donc on peut avoir le chauffage, les plaques de cuisson, le four sans problème, et Tesla nous assure qu'on peut l'alimenter pendant à peu près 3 jours à raison d'une consommation de 30 kWh par jour. Et là on est sur des consommations d'Américains. En France on consomme quand même beaucoup moins. Et cette nouveauté, pourquoi c'est vraiment une révolution? En fait c'est ce qui va nous permettre de tous passer au 100% électrique, c'est-à-dire d'avoir un parc automobile entièrement électrique, puisqu'on peut penser que, ok, imaginons, tout le monde arrive à 19h, branche sa voiture, allume son four et allume son chauffage. Qu'est-ce qui se passe? Le réseau il saute, il n'y a pas assez de puissance en France. Oui, c'est vrai. Mais avec ce système, en fait, c'est la borne elle-même qui va décider s'il faut tout de suite recharger le pick-up. Est-ce que vous avez vraiment besoin que le pick-up il soit rechargé à 20h30 alors que vous êtes arrivé à 19h? Peut-être. Dans ce cas-là, vous lui dites, j'ai besoin de la recharge. Mais dans le cas contraire, la voiture va
va se recharger pendant la nuit, au moment où personne va consommer, c'est-à-dire le chauffage est réduit, personne cuisine, personne joue à la console, enfin bref, il n'y a pas d'usage gourmand du réseau électrique, et donc toutes les bornes vont pouvoir communiquer entre elles pour pouvoir lisser la consommation au niveau national. Comme ça, on n'aura pas toutes les voitures qui rechargeront en même temps, et donc le matin, quand tout le monde va se lever pour allumer son chauffage et faire cuire le petit déjeuner, et bien à ce moment-là, toutes les voitures vont pouvoir alimenter le réseau si jamais il y a besoin. Alors, on sait que le Cybertruck a une batterie immense de 123 kWh, c'est 2 fois plus qu'une Tesla Model 3 propulsion. Mais en fait, c'est pas si énorme que ça, parce que notamment le Hummer ou les Ram aux États-Unis peuvent monter à 200-300 kWh. Donc en fait, il y en a beaucoup qui ont pointé du doigt Tesla en disant mais c'est quoi ces autonomies là? En effet, on a 550 km d'autonomie pour la version grande autonomie du Cybertruck, alors qu'on nous promettait à peu près 700 km en 2019 quand il était annoncé. Mais heureusement, on a une petite solution qui, je trouve, est très élégante, c'est le prolongateur d'autonomie. Alors, on connaissait déjà ça sur certaines voitures électriques, notamment la BMW i3, ou plus récemment aux États-Unis le Ram 1500, avec un moteur thermique, un V6, dans le cas du Ram, qui recharge la batterie électrique de la voiture quand il y a besoin. C'est-à-dire que vous êtes sur l'autoroute, la batterie commence à être vidée parce que vous n'avez pas assez d'autonomie, et ben vous allumez le gros V6, tac, ça ronronne, et là, le V6 va alimenter un générateur qui lui-même va permettre de recharger la batterie. Donc en fait, vous avez un moteur thermique qui tourne, mais qui fait pas tourner les roues, c'est bien le moteur électrique et la batterie qui alimentent les roues. À titre perso, je trouve que cette solution est totalement nulle, puisque le gros V6, il va consommer 10 litres au 100, et en plus, quand il est éteint, c'est un point mort. Bref, c'est nul! Et c'est là où intervient Elon Musk avec son prolongateur d'autonomie 100% électrique. C'est la première fois qu'on voit ça. En fait, c'est une batterie additionnelle d'environ 50 kWh qu'on va venir installer dans la benne. Alors a priori, on va pas pouvoir l'enlever et la remettre aussi facilement. Faudrait aller chez Tesla pour le faire, puisque ça doit peser 100, 200, voire 300 kg, donc on fait pas ça à main nue. Et surtout, il faut être assez riche pour pouvoir se l'acheter, puisque ça vaut quand même à peu près 16 000 $, hors taxe. Faut pas oublier que sur une voiture électrique, le prix de la batterie, c'est à peu près la moitié de la valeur de la voiture. Mais je trouve que cette solution est beaucoup plus élégante à plusieurs points de vue. Le premier, c'est que si on n'a pas besoin d'avoir ces 200 km en plus que permettent d'atteindre le prolongateur d'autonomie, ben on l'achète pas. Ce qui fait que la voiture est moins lourde et tout simplement on dépense moins d'argent. Alors qu'à l'inverse, si on a besoin de plus d'autonomie, par exemple si on habite en région montagneuse et qu'on fait que de faire des allers-retours entre la station et la vallée, avec en tractant genre 5 tonnes comme le permet le Cybertruck, ben en effet, la batterie va fondre comme neige au soleil. Donc là, il peut être bienvenu d'avoir le prolongateur d'autonomie à l'arrière. Et ce qui permet d'un point de vue écologique de vendre des voitures avec une petite batterie de 123 kWh et de vendre uniquement le supplément, les 50 kWh, pour ceux qui en auraient vraiment le besoin. Alors que Ram, Hummer, etc., ils nous vendent d'emblée des batteries de 200-300 kWh. Et on n'oubliera pas que sur une voiture électrique, la batterie, c'est ce qui représente la majorité de son empreinte carbone. Allez, deux dernières petites nouveautés pour terminer la vidéo, c'est au niveau de la carrosserie, vous ne l'avez pas loupé, c'est de l'acier inoxydable. Alors il faut savoir que Tesla a dû créer son propre alliage pour résister à la corrosion. On a une feuille d'acier inoxydable qui fait 1,8 mm d'épaisseur seulement et qui permet de se passer de structures conventionnelles. Donc en fait on a un exosquelette, c'est-à-dire on a une structure en acier sur lequel vient se mettre ces panneaux et c'est suffisant pour résister au crash. Et vous pouvez le voir dans les crash tests, sur le côté, les portes ne se plient même pas. En fait les portes font office de structure. Et on peut se poser une petite question sur la sécurité pour les autres usagers, c'est-à-dire ceux qui entreraient en collision avec un Cybertruck, c'est que normalement, justement, la carrosserie est faite pour absorber le choc, pour absorber l'énergie. Et ici, on voit un peu que l'acier, ok, il gondole légèrement, mais on a l'impression qu'il rejette beaucoup l'énergie. Donc, à voir ce que ça donnera sur les crash tests. And if you're ever in an argument with another car, you will win. Le gros avantage de cette structure en exosquelette, qui est faite d'une seule pièce, c'est-à-dire c'est le fameux gigacast qui crée une pièce au milieu, on va mettre la batterie et ensuite on met les panneaux d'acier avec les portes, le capot, etc. C'est qu'elle a une rigidité à la torsion exceptionnelle, qui est du niveau des supercars. C'est-à-dire que dans un gros virage serré, le châssis ne va pas du tout se tordre, alors ça se voit pas à l'œil nu, hein, et ça permet d'avoir une meilleure tenue de route, un meilleur confort, un meilleur rendement, bref, c'est que du bonus. Et en plus de tous ces avantages, l'acier fait que ça résiste aux balles, que ce soit les pistolets, les mitraillettes, donc comme on peut le voir sur la vidéo, c'est assez impressionnant. Les vitres sont incassables, c'est du Gorilla Glass, donc comme sur nos smartphones, mais un peu plus résistant. Et donc il y a moins de bruit dans l'habitacle, et surtout vous pouvez lancer une balle de baseball à 113 km/h précisément, et la vitre ne devrait pas se casser
Enfin, ça dépend. On sent clairement que cette voiture a été pensée pour les US. Alors malheureusement ou heureusement selon les points de vue, le Tesla Cybertruck n'arrivera jamais en Europe, du moins dans sa forme actuelle. Tout simplement puisque les panneaux de carrosserie sont trop dangereux pour la réglementation européenne et il nous faut des arrondis un peu plus grands que ce que Tesla peut faire avec 1,8 mm d'épaisseur seulement pour son acier. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces technologies, et notamment l'Ethernet, le 48 volts, le 800 volts, la direction 100% électronique, devraient arriver sur la future Tesla Model 2 abordable à 25 000 $, puisque justement c'est tout ça qui va permettre de réduire les coûts, de faciliter la production, et il se murmurerait que Tesla espère vendre entre 4 et 5 millions de Tesla Model 2 par an au moment où la production sera à son apogée. Et on espère surtout que cette révolution du Cybertruck, comme on l'a vu sous le capot, va faire réagir les autres constructeurs automobiles, puisque comme on peut le voir, ils ont des dizaines d'années de retard sur certaines technologies. Donc on espère que le PDF envoyé par Elon Musk va faire bouger les choses un petit peu chez les autres constructeurs à la concurrence, qui nous permettront d'avoir de plus en plus de voitures électriques abordables et de remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques. Et oui, car rappelons également qu'une voiture électrique émet environ 2 à 3 fois moins de CO2 sur l'intégralité de son cycle de vie qu'une voiture thermique. Alors ok, le Cybertruck, on n'a pas forcément besoin ni envie en Europe. Par contre, toutes les technos dans une Tesla Model 2 qui serait plus abordable avec une plus petite batterie qui se recharge plus rapidement, moi je dis oui, puisque ça permettrait de réduire le coût des voitures électriques et de réduire encore plus leur empreinte carbone. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à indiquer en commentaire ce que vous pensez du Cybertruck, que ce soit son design ou ses technologies. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, à laisser un petit pouce sous cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.